Tristan de Bourbon-Parme, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes journaliste, vous êtes correspondant à Londres, vous collaborez d'ailleurs pour Marianne à Londres depuis quelque temps. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre passionnant qui s'appelle Boris Johnson, un Européen contrarié, qui vient de sortir le 21 janvier dernier aux éditions François Bourin. C'est un livre passionnant parce qu'il nous raconte au fond une sorte de biographie en miroir à la fois du Brexit. C'est comme si vous racontiez l'histoire du Brexit, mais en même temps, effectivement, l'histoire parallèle de Boris Johnson, qui a accompagné lui-même de toute sa vie ce Brexit. Néanmoins, à plusieurs reprises, le Premier ministre britannique nous a donné l'habitude de dire des choses plutôt positives sur l'Europe. On s'en aperçoit dès le début de sa carrière lorsqu'il est journaliste. Et tout au long, il va avoir parfois des phrases du style « j'ai l'Europe dans les tripes ». Comment vous expliquez un tel paradoxe venant donc de l'homme qui a fait sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne? Déjà, comme vous le précisez, il a une culture totalement européenne. Son père a travaillé à la Commission à partir de 1973. C'était donc un des premiers Britanniques à travailler à l'Union européenne. Et donc il déménage avec son père à Bruxelles. Il connaît très bien l'Union européenne. Et il a une culture profondément et intensément européenne. Mais justement, le fait de bien connaître l'Union européenne lorsqu'il arrive en tant que journaliste à Bruxelles en 1989 fait qu'il n'est pas ébloui justement par le faste européen et par cette organisation européenne, contrairement à ses collègues qui arrivent, qui voient cette organisation qui fonctionne merveilleusement bien, où tout roule, et qui comme certains de mes collègues, quand certains de leurs collègues m'expliquent dans le livre, ils idolâtrent l'Union européenne. Boris Johnson est un peu différent, il a plus de recul, ce qui lui permet de percevoir un petit peu ce qui grince dans cette Union européenne. Alors qu'est-ce qui grince dans cette Union européenne selon Boris Johnson? Qu'est-ce qu'il aperçoit tout de suite? Le projet de l'euro, déjà, est quelque chose... L'euro, pour lui, la monnaie unique, est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est un point de vue qui est très largement répandu au Royaume-Uni, que ce soit pour les pro-européens ou les eurosceptiques comme Boris Johnson. Ils estiment que l'euro est parti sur de très mauvaises bases et qu'il est impossible que l'euro fonctionne tant que l'unité fiscale de l'Union européenne ne sera pas réussie. Le deuxième point, c'est évidemment la souveraineté. L'idée que Bruxelles récupère beaucoup trop de pouvoir au Parlement européen et donc que les électeurs britanniques le pouvoir disparaît de leurs mains auprès de hauts fonctionnaires qui ne sont pas élus et de parlementaires européens que personne ne connaît réellement. Donc, en fait, Boris Johnson a l'impression, les critiques qu'on entend souvent d'ailleurs pour les eurosceptiques, même en dehors des Britanniques, que cette machine qui roule est surtout une machine, qui est cornaquée par une certaine élite qui est un petit peu déconnectée finalement des gens qu'elles sont soi-disant habilitées à diriger. Alors moi, ce que je voudrais comprendre, pour en revenir un petit peu au départ de cette vie de Boris Johnson en tant que journaliste. Il a été journaliste, donc très longtemps. Il a été maire de Londres, il a été ministre des Affaires étrangères. Ce que je voudrais comprendre, c'est est-ce que, depuis le début, il porte finalement le même discours anti-Union européenne et pas anti-européen, ou est-ce que justement ce discours a évolué, a subtilement évolué entre ses positions de journaliste, puisqu'il écrivait de temps en temps même, on sait que Margaret Thatcher s'est vraiment inspirée de ses propres écrits pour commencer à avoir justement une ligne un peu Brexit avant l'heure. Mais est-ce que cette ligne a évolué en 25 ans? Cette ligne a évolué parce qu'au départ, lorsqu'il devient eurosceptique officiellement, enfin contre l'Union européenne, lorsqu'il arrive donc en tant que correspondant à Bruxelles, c'est principalement un point de vue opportuniste. Certes, donc comme j'expliquais tout à l'heure, il a du recul vis-à-vis de ses collègues, donc il perçoit un peu mieux comment l'organisation fonctionne, donc ces rouages qui lui déplaisent, mais aussi il se rend compte que prendre une ligne éditoriale différente de ses collègues va lui permettre de se faire remarquer à Londres. Et il explique ensuite, d'ailleurs à des proches, il dit « le projet européen me plaît, le projet européen fonctionne,
mais ça me permet de favoriser ma carrière. Mais malgré ça, plus l'Union européenne avance, plus le projet européen évolue, plus sa détestation de l'Union européenne se renforce. Et dès le début des années 2000, jusqu'au Brexit, il explique toujours sa détestation de l'Union européenne et ses critiques se renforcent. Et c'est quelque chose qui est important parce qu'on a expliqué en 2016, lorsqu'il s'est prononcé contre le Brexit, que c'était un choix uniquement opportuniste. Or, je me rends compte, en interrogeant des gens pour ce livre et en suivant un petit peu sa carrière, en étudiant un petit peu toutes ses déclarations, j'ai épluché toutes les archives de ces différents écrits dans la presse britannique, que ce soit dans le Telegraph ou le Spectator, qui sont deux journaux conservateurs importants, que ces critiques n'ont jamais ralenti. Sauf à une période où il s'est rendu compte qu'être eurosceptique n'était pas forcément bon pour sa carrière, donc il a un peu mis ça en sourdine, mais elles ont toujours été là. Donc, selon vous, cette posture, comment dire, Brexit, cette posture anti-européenne, a quand même une dimension opportuniste, qu'on lui a d'ailleurs souvent reproché. Et aujourd'hui, ce que je voudrais comprendre, c'est par rapport, une fois le Brexit passé, comment Boris Johnson va pouvoir continuer à surfer sur une idéologie, puisque d'une certaine manière, il a atteint désormais son objectif, puisqu'il a amené le Royaume-Uni à sortir de l'Union européenne. Quelle va être maintenant sa posture politique? Comment va-t-il pouvoir continuer à se faire entendre? Alors là, il sort évidemment d'une grande victoire. Il a réussi en un an non seulement à obtenir justement à éviter un no deal. Il ressort renforcé des dernières semaines. Néanmoins, aujourd'hui, il va falloir qu'il ait un autre discours. Est-ce que Boris Johnson est capable d'avoir un autre discours que celui qu'il a tenu pendant 25 ans? Je pense que oui, parce que sur le Brexit, il reste étonnamment beaucoup plus modéré qu'une partie de ses ministres. Au sein de son gouvernement, il représentait l'aile droite foncièrement eurosceptique et foncièrement favorable au libre-échange. L'aile droite libertarienne la plus extrême. Lui, il l'est un peu, et d'ailleurs, il explique tout le temps dans tous ses discours « je veux une réduction des impôts ». Donc, il a cet aspect thatcherien, mais il en est quand même très éloigné. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait quand même que l'État est important. Et d'ailleurs, il explique depuis plusieurs mois, plusieurs années. La crise de Covid aussi l'amène à avoir des postures sociales. Absolument. Mais même avant le Covid, il avait expliqué qu'il voulait investir dans les infrastructures, dans le nord du pays, pour justement permettre à tout le monde d'avoir des opportunités, comme ils disent en anglais. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus complexe vis-à-vis du Brexit et étant plus modéré que ses collègues, la question va être va-t-il être entraîné par l'aile droite ou va-t-il réussir à garder une ligne entre guillemets pro-européenne, puisqu'il explique toujours, et justement c'est une découverte aussi de ce livre, il dit « je suis pro-européen, j'aime l'Europe » et il répète en permanence nos amis européens. C'est-à-dire qu'il veut rester proche de la France, et d'ailleurs, il est relativement proche d'Emmanuel Macron. J'ai discuté avec plusieurs proches d'Emmanuel Macron qui m'ont dit que pendant la crise du Covid, ils se parlaient quasiment tous les jours au téléphone, et même d'ailleurs sans prévenir leurs assistants, ce qui posait problème parce qu'au final, les deux parties n'interprétaient pas la discussion de la même manière. Donc il est très proche de ses collègues européens, il veut foncièrement être européen. La difficulté, ça va être comment se détacher justement de l'emprise de cette aile droite. Des remaniements ministériels sont attendus. Ils détermineront beaucoup de choses, à mon avis. Qu'est-ce qu'on sait exactement de son projet? Parce qu'il parle d'un projet Global Britain. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Parce que ça va à l'encontre de ce que vous venez de dire. Vous venez de dire qu'il était l'ami des Européens, qu'il était pro-européen, qu'il était proche des Français. Néanmoins, son projet de Grande-Bretagne mondiale, puisque c'est ça la traduction en français de ce Global Britain, cela signifie quand même
comment dire, une menace géostratégique, géopolitique, économique, bien sûr, pour l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il entend derrière ça? Je pense que c'est plus une volonté de diversification, plus que de menace vis-à-vis de l'Union européenne. Il reste très pro-européen. Il sait que le Royaume-Uni est une puissance européenne, malgré tout. Et d'ailleurs, les liens avec la France, en matière de défense ou en matière de sécurité, sont très forts. Et ils resteront forts. Il n'y a pas de raison qu'ils s'amenuisent. En revanche, il veut aussi dire à l'Union européenne, je peux aller voir ailleurs. Et je veux aller voir ailleurs. Il y a d'autres possibilités ailleurs, que ce soit évidemment aux États-Unis, où il y a cette fameuse relation spéciale que les Britanniques aiment bien mettre en avant et qui est sincèrement très douteuse, mais aussi aller voir du côté du Commonwealth, aller voir donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, aller creuser un peu partout pour diversifier les possibilités aussi bien commerciales que diplomatiques du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni reste une puissance en termes de soft power, d'influence douce, extrêmement forte. Et je pense que l'objectif de Boris Johnson, c'est justement de dire aux Européens, nous ne comptons plus uniquement sur vous, nous comptons sur vous encore, mais plus uniquement, et nous voulons aller voir ailleurs. Ce qui lui permettra, dans les négociations, d'avoir plus d'influence. Vous venez de parler un peu de défense européenne. Comment va se positionner justement le Royaume-Uni désormais, et au sein de l'OTAN, et en vue peut-être d'une défense européenne commune avec l'Union? Le Royaume-Uni n'a jamais été très favorable à une défense européenne commune. Ils ont plus été favorables à une relation très forte bilatérale avec la France, plus qu'avec l'ensemble de l'Union européenne. Notamment, il y a toujours eu un doute très fort sur la capacité de l'Allemagne à en faire partie, sur la volonté de l'Allemagne d'en faire partie. En revanche, l'OTAN, ils ont toujours dit, l'OTAN étant une organisation américaine, ils ont toujours dit et affirmé leur volonté de rester dans l'OTAN et de soutenir la force de frappe américaine dans cette organisation, et il n'y a aucune raison que cela change. Vous venez de dire justement que l'Allemagne freinait parfois aussi des cas de fer en matière de défense européenne, mais on peut dire aussi que le couple franco-allemand en général n'a pas laissé sa place, on va dire, au Royaume-Uni ces 20-30 dernières années, pour qu'il puisse aussi se sentir, un moteur de cette Union européenne. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, il y a aussi une autocritique qui manque assez fortement dans le cadre de l'Union européenne pour expliquer ce Brexit, parce que les journalistes ont tendance à... on voit qu'il y a un mainstream qui est très 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 anti-britannique, mais au fond, l'Union européenne a du mal à s'autocritiquer là-dessus. Quel est votre propos à ce sujet, justement? Lorsque dans une famille, un membre de la famille décide de claquer la porte et de ne plus voir les autres membres de la famille, évidemment, il est le principal responsable, puisqu'il effectue un pas décisif, mais je trouve qu'il serait quand même assez naïf de penser que les autres membres de la famille ne sont pas responsables, en partie en tout cas. Pour moi, le Brexit, c'est un peu la même chose. C'est un divorce, et évidemment, et je l'ai appris en fait en écrivant ce livre, les premiers ministres, les prédécesseurs de Boris Johnson sont évidemment les principaux responsables, car ils utilisent souvent l'Union européenne comme un bouc émissaire par rapport à leur propre politique interne. Mais ils ne sont pas seuls responsables. Comme vous venez de le dire, Stéphane, le couple franco-allemand n'a jamais laissé la place aux Britanniques pour permettre au Premier ministre britannique d'être à la tête de l'Europe. Et c'est quelque chose qui est très important parce que, comme me l'explique un diplomate, j'ai rencontré énormément de diplomates qui ont travaillé avec de Margaret Thatcher jusqu'à David Cameron. Si les premiers ministres britanniques avaient pu montrer au peuple britannique qu'ils étaient à la tête de l'Europe, qu'ils décidaient de la direction prise par l'Europe, cet euroscepticisme et cette idée que le pays était dirigé par l'Europe n'aurait jamais pu être là. Mais le couple franco-britannique a toujours refusé, le couple franco-allemand a toujours refusé que les Britanniques soient à la tête parce qu'ils voulaient garder la mainmise sur le projet européen pour des raisons totalement égoïstes. Et aujourd'hui, on se rend compte très clairement que c'est un des facteurs du Brexit. Pour revenir à Boris Johnson et à
on va dire, son avenir politique, on peut aussi, enfin, on doit aussi réfléchir en termes de parti. Et au sein des Tories, on a l'impression qu'aujourd'hui, il est seul au monde, quoi. Est-ce que c'est un atout pour lui? Est-ce qu'au contraire, c'est une faiblesse, c'est une fragilité? Comment va-t-il pouvoir composer avec cette réalité-là vis-à-vis de ses électeurs et puis vis-à-vis d'une politique à mener? La situation est extrêmement intéressante parce que, vu de l'extérieur, Boris Johnson est quelqu'un de très radical, notamment à cause de sa position sur le Brexit. Dans les faits, c'est un politicien relativement modéré. Il fait partie de ce qu'on appelle le One Nation Conservative, c'est-à-dire les conservateurs modérés qui veulent représenter l'ensemble du Royaume-Uni. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est favorable aux investissements dans les infrastructures, qui est favorable à une présence de l'État. Et autour de lui, il est un peu marginal dans son gouvernement. C'est sûrement, c'est sûrement le ministre le plus modéré de son gouvernement. À côté de ça, comme vous venez de le dire, il n'y a pas vraiment d'autres hommes politiques conservateurs qui soient en mesure de devenir Premier ministre. Tout le monde parle de Rishi Sunak, qui est le chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire le responsable des finances, mais il n'a aucun passé, et rien ne dit qu'il soit vraiment une assurance tout risque. Donc aujourd'hui, Boris Johnson est un peu esseulé. Tous les autres membres de son gouvernement, ou même députés, s'ils ont une certaine envergure, n'ont pas la capacité de pouvoir rassembler autant que lui. Avec Boris Johnson, les conservateurs sont sûrs de rester au pouvoir, même s'il est très critiqué, et qu'il reste d'ailleurs très critiqué par ses propres collègues conservateurs, qui n'ont toujours pas compris comment cet homme pouvait avoir ce charisme et cette attractivité auprès de la population. Mais il suffit de voir les sondages. Aujourd'hui, le Parti conservateur, malgré la crise du Covid, où nous nous retrouvons avec des statistiques effroyables au Royaume-Uni, malgré des négociations de Brexit qui certes se sont bien terminées, mais qui ont duré très longtemps, et les premières semaines du Brexit ne se passent pas vraiment bien en termes de commerce pour le Royaume-Uni, le Parti conservateur reste à égalité avec le Labour dans les sondages. Que faudrait-il pour que le Boris Johnson soit coulé? Et je pense que les conservateurs se rendent compte de sa force, en fait, enfin. Mais est-ce que, par exemple, la crise du Covid, là, qui touche quand même très, très, très violemment le Royaume-Uni, ne pourrait pas, à terme, justement, entamer cette confiance en Johnson? C'est vrai que ça a été le premier pays européen à initier la vaccination. Mais aujourd'hui, les chiffres sont quand même inquiétants. Est-ce qu'il y a justement, est-ce que ça monte dans le peuple britannique? Est-ce qu'il y a une sorte de critique de la gestion du Covid? Il y a un double pendant en fait à la crise du Covid. Il y a effectivement cette gestion de la crise qui a été très, très critiquée, et surtout au début en fait pour l'accès aux masques et au matériel de protection pour le personnel de santé. Et Boris Johnson lui-même, au tout début, pour lui, le Covid, ça lui passait un petit peu par-dessus la tête. C'est ça. Il a été malade. Avant d'être malade, il était photographié tout le temps en train de serrer la main aux gens. Il était très fier de se montrer sans masque. Il est tombé malade. Il a même été envoyé en soins intensifs. Et visiblement, comme il a expliqué, il aurait vraiment pu en mourir. Donc, il y a cet aspect-là. Mais en même temps, sa grande force, c'est d'avoir pu initier une campagne de vaccination phénoménale. Plus de 7 millions de personnes ont été vaccinées déjà au Royaume-Uni. Il y a entre 2 et 400 000 vaccinations par jour au Royaume-Uni. Donc le pays espère être sorti d'affaires le plus rapidement possible. Et justement, vous me disiez, est-ce que le coronavirus pourrait affecter Boris Johnson? Cela dépendra justement. Si le pays est le premier à s'en sortir et à, entre guillemets, être nettoyé du coronavirus, les gens se rendront compte que oui, il y a eu un coup, mais le gouvernement a su réagir. Tout dépendra en fait des semaines à venir. Est-ce que l'affaire AstraZeneca, qui est en cours dont on entend parler aujourd'hui, est un des premiers effets directs du Brexit?
c'est-à-dire cette volonté de ne pas forcément donner le nombre de doses nécessaires à l'Union européenne. Est-ce que ça vient un peu déjà, enfin, est-ce que ça vient de là au fond? Non, je pense que c'est plus de la paranoïa de la part de tout le monde en fait. Très clairement, et le coronavirus et le Brexit ont rendu tout le monde totalement paranoïaque. Et chaque événement est interprété à travers le prisme justement du Brexit en disant « Ah, regardez les mauvais Britanniques qui font tout contre nous ». Non, pour cette affaire, c'est juste l'entreprise AstraZeneca qui a décidé d'avoir un centre de production au Royaume-Uni dédié aux Britanniques et un centre de production en Europe dédié à l'Europe. Il se trouve qu'il y a eu un problème dans le centre de production européen et comme ils n'ont pas prévu en fait d'envoyer des doses britanniques en Europe, c'est uniquement l'Union européenne qui est touchée. Mais imaginez que le centre britannique ait un jour un problème, le Britannique se retrouvera sans doses et il ne pourra plus faire appel aux Européens pour recevoir les doses européennes. Donc, à mon avis, c'est une pure conjoncture et de la paranoïa de la part de beaucoup de monde. Alors, en termes politiques, cette sortie du Brexit, va y avoir quand même des négociations à mener encore pour la Grande-Bretagne. Un des principaux dangers, c'est l'Écosse. On sait que les sondages sont très favorables à la sortie de l'Écosse, du Royaume-Uni donc. Comment parce que ça pourrait arriver sous 6 mois, bon ça dépend de Boris Johnson, seul le Premier ministre peut ou non convoquer un référendum en Écosse, le Premier ministre britannique. Est-ce qu'il aurait le courage de le faire, lui qui aime bien la liberté, soi-disant? Est-ce que donc il aurait le courage de le faire? Et s'il le faisait et que les sondages allaient jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'Écosse se sépare du Royaume-Uni, quelles seraient les conséquences politiques pour lui? Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que lorsqu'en 2016, il se prononce en faveur du Brexit, il rejette de la main toutes les annonces catastrophiques vis-à-vis du pays, sauf sur l'Union. Il reconnaît que si le Brexit avait lieu, cela pourrait endommager l'Union du Royaume. Ce qui est intéressant. Aujourd'hui, je vois mal Boris Johnson accepter, après l'élection du mois de mai, je vois mal Boris Johnson accepter la tenue d'un référendum. Parce qu'il veut rester, en tout cas, comme l'homme qui a concrétisé le Brexit. Je ne suis pas sûr qu'il ait envie de rester comme l'homme qui a fait exploser le Royaume-Uni. Maintenant, les sondages sont extrêmement favorables aux nationalistes écossais pour cette élection parlementaire écossaise du mois de mai. S'il remporte encore une majorité incroyable, comme c'est le cas depuis plusieurs années, ça va être très compliqué pour lui de dire non. Mais après, tout sera en fait dans les mains de la première ministre écossaise. Voudra-t-elle faire comme les Catalans, organiser un référendum illégal, ou voudra-t-elle rester dans la légalité et mettre la pression sans arrêt sur Londres? La situation est très compliquée. Pour la première fois de l'histoire, les sondages sont très favorables à une indépendance. C'est la première fois que ça arrive et c'est pour ça que les tensions ne vont faire que s'accentuer. Autre sujet important d'ailleurs dans cette période post-Brexit, c'est le portefeuille financier. Donc Boris Johnson a toujours effectivement un petit peu nié les conséquences économiques ou financières que le Brexit pourrait avoir pour le Royaume-Uni. Néanmoins, il y a des chiffres qui disent que ça serait quand même de l'ordre de 5% de pertes. Qu'en est-il de cette dimension-là? Est-ce qu'il y a moyen pour et l'Europe d'un côté et le Royaume-Uni de l'autre de négocier pour avoir des relations comme par exemple l'Union européenne avec la Suisse? Où est-ce que ça en est? Quelles sont les avancées à ce sujet-là? Des négociations vont avoir lieu, c'est obligatoire. L'accord a été extrêmement limité sur les biens et quasiment inexistant sur les services, qui sont les principales exportations britanniques vers l'Union européenne. Donc forcément, des négociations vont avoir lieu. Je suis sûr qu'elles ont même commencé maintenant et qu'elles vont avoir lieu lors des mois à venir. C'est un peu comme la Suisse qui est en négociation permanente avec l'Union européenne,
qui doit s'adapter à l'évolution de la réglementation européenne, le Royaume-Uni se retrouvera exactement dans le même cas. Un élément important quand même par rapport au Brexit, c'est que lorsque les gens ont voté pour le Brexit, tous ceux que j'ai rencontrés, de toutes les classes sociales que j'ai rencontrées, m'ont toutes dit nous savons qu'à court terme et à moyen terme, le Brexit aura un coût pour le pays et pour nous, mais nous estimons qu'à long terme, nous y gagnerons. Donc ce qui veut dire que oui, il y a un coût aujourd'hui, on s'en rend compte avec par exemple les exportateurs de produits animaux, vivants, donc que ce soit le poisson ou la viande, vers l'Union européenne, qui aujourd'hui sont totalement bloqués à la frontière et qui n'arrivent pas à envoyer leurs camions, parce que la réglementation est beaucoup trop stricte, ils ne sont pas totalement adaptés, et l'administration britannique est très en retard. C'est-à-dire que le programme nécessaire à la mise en place de pour rentrer toutes ces données douanières ne fonctionne absolument pas, c'est une vraie catastrophe. Mais les gens, je pense, sont prêts, en tout cas les Brexiteurs sont prêts à accepter une partie de ce coût en espérant qu'à l'avenir, tout se passe mieux. Une dernière question, Tristan de Bourbon-Parme, concernant Boris Johnson, puisqu'on est parti de lui, on va terminer avec lui. En dépit de situations compliquées parfois, il a une cote de popularité assez extraordinaire, y compris dans les couches populaires. Alors qu'on sait que c'est quelqu'un d'extrêmement érudit, ça lui arrive assez régulièrement de citer des auteurs grecs ou latins en plein Parlement. Comment expliquez-vous cette capacité de rallier effectivement des couches populaires, alors qu'il a quand même... Alors il a de l'humour, c'est vrai, qui est une arme redoutable, mais il a quand même il vient d'un milieu aisé, il est lui-même... effectivement, il a été éduqué dans les meilleures écoles de Grande-Bretagne. Comment réussit-il à se rallier, effectivement, ce peuple britannique? À mon avis, il ne prend pas les gens pour des cons, tout simplement. Lorsque dans chaque discours, on arrive en citant du grec et du latin, ça veut aussi dire « j'estime que vous pouvez me comprendre ». C'est-à-dire je ne vous prends pas pour des idiots ou des imbéciles, je vous parle d'égal à égal. Et c'est quelque chose que de nombreux politiciens ont quand même beaucoup de mal. Les politiciens ont quand même une capacité à être arrogants et condescendants. C'est quand même quelque chose d'assez généralisé. Lui, justement, il arrive à dire, voilà, je suis certes d'un milieu différent, mais je considère que vous pouvez me comprendre et je considère presque que vous êtes mon égal. Et c'est comme ça que les gens le perçoivent. Les gens le perçoivent en disant, c'est quelqu'un comme moi, c'est un mec comme moi. Et j'ai entendu des centaines de fois, j'ai entendu cette expression. Il est différent, il sort d'Eton, il sort d'Oxford. Il y est entré en tant que boursier, donc ça veut dire qu'il a quand même travaillé, il n'y est pas rentré parce que sa famille était riche. Il a travaillé, c'est aussi quelque chose qui est très différent. C'est que j'ai déjà entendu dire que Boris Johnson était quelqu'un de feignant. Non, c'est un travailleur. Quand il veut, c'est un travailleur, c'est intéressant. Mais il a réussi à se faire accepter parce qu'il a un sens du contact et un sens de l'humain qui est assez exceptionnel dans le monde politique aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il peut faire des émules en Europe? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient capables de représenter leur Boris Johnson dans leur propre pays, au sein de l'Union? Pour ça, il faudrait que se présentent en politique des gens qui ont un sens du contact humain, qui n'ont pas passé leur temps dans leurs livres ou qui ont été formatés par des écoles. Tout est possible, mais il faut réussir à se faire sa place dans le monde politique. C'est quelque chose qui n'est quand même pas très simple. Tristan de Bourbon-Parme, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de votre livre, c'est Boris Johnson, un Européen contrarié, donc aux éditions François Bourin. C'est dans la collection Figures, qui avait été initiée d'ailleurs par un autre de nos collègues, donc Fabien Perrier, qui avait fait lui aussi d'ailleurs le portrait, lui, de Tsipras. Merci beaucoup. Merci Stéphane.